Bon, les gars, quand vous verrez cette vidéo, les JO de Paris approcheront à grands pas ou seront même déjà passés. Alors bon, je pense qu'on va découvrir ensemble la litanie de carabistouilles que promet ce raout international aux allures de sabordage géostratégique majeur, mais une chose est d'ores et déjà assurée, Paris n'est pas prête pour ce glorieux bazar. Eau de la Seine polluée, transport largement inadapté, circulation extrêmement compliquée et Anne Hidalgo qui est... Anne Hidalgo en fait. Souvent les femmes arrivent dans des moments qui sont des moments difficiles. Silence la vilaine! Viens! Branche-la et va ton chemin! Je pense qu'à part les surmulots et les boomers qui loueront 10 000 € la nuit leur 16e appartement acheté 23 francs pendant les 30 glorieuses, personne ne se réjouit de cette petite fiesta dans laquelle, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, le sport est définitivement passé au second plan. Et ces multiples soucis, ils découlent tous, plus ou moins, du déficit en aménagement adapté dans la capitale, déficit qui découle lui-même de l'incurie profonde et effarante de nos politiciens, au CV plus accablant qu'un casier de multirécidivistes. Y a-t-il des questions ? Alors ça, je pense que vous le savez tous et que personne ne me contredira là-dessus, mais est-ce que vous savez comment les erreurs se sont accumulées? Est-ce que vous avez la moindre idée des petits chemins administratifs et politicards par lesquels sont passées la gestion de Paris et de la France pour qu'on en arrive là? Est-ce que vous sauriez reconstituer le fil des causes et conséquences qui ont mené à ce désastre? Eh ben, un roman s'y est essayé, lui, avec succès, dans un audacieux mélange de documentaire et de fiction, Le Grand Paris d'Aurélien Bélanger. Paru en 2017 chez Gallimard, ce roman met en scène l'entourage de Nicolas Sarkozy au moment où est lancé le projet du Grand Paris, dont l'idée était d'étendre les frontières de la capitale, de la doter d'un nouveau métro et de lui permettre de s'ouvrir sur sa banlieue, toutes sortes de chimères dignes d'un roman de SF dont on attend encore, et probablement pour longtemps, l'avènement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce roman, il frappe juste, en plein dans le mille. Et comme un texte contemporain de qualité, c'est quand même assez rare, je vous propose d'en parler aujourd'hui, ça devrait vous plaire comme ça m'a plu à moi. D'ailleurs, puisqu'on se connaît un peu, je vais également vous faire une confidence. Ce livre, je le connais depuis un moment, et j'admire vraiment, on va en reparler, le travail qu'Aurélien Bélanger y a accompli sur la langue et le style, de sorte qu'il m'a beaucoup influencé lors de l'écriture de Pays réel, notamment pour tout ce qui touche au petit monde parisien. Alors si vous voulez découvrir ce superbe roman qui a déjà ravi tant d'entre vous et soutenir la Giberne, la maison d'édition que j'ai fondée, je vous invite à vous radiner en description et à visiter ce monument élevé à la gloire du bon goût. Le texte est dispo à la livraison partout dans le monde, en version audio à tarif préférentiel, en version numérique à moitié prix, les avis des clients sont élogieux, bon bah c'est solide quoi, pas comme la tour Eiffel rouillée d'Anne Hidalgo. Allez, je vous attends dans la Giberne, et puis on se retrouve après le générique. Avant toute chose, une précision. Le Grand Paris est un roman déstabilisant en ce qu'il entretient des rapports à la fois étroits et complètement fictifs avec notre réalité. Par exemple, le narrateur de ce livre, parce que oui, tout y est raconté à la première personne, il s'appelle Belgrand, un quasi-anagramme d'Aurélien Bélanger, l'auteur du livre. Je vois que c'est moi, hein. Mais c'est pas moi. Et c'est également le cas d'autres personnages de notre monde, comme Nicolas Sarkozy, qui sera surnommé ici Le Prince, ou Patrick Buisson, qui sera figuré par l'avatar de Machelin. Mais n'anticipons pas. Notre narrateur, donc, c'est le dernier né d'une grande dynastie d'urbanistes, les Belgrand, qui ont travaillé avec Haussmann à la fin du 19e siècle, doté Paris d'égouts modernes, laissé leur nom à quelques rues parisiennes et même fait inscrire leur patronyme sur le 2e étage de la Tour Eiffel. Pas mal, non? C'est français. Alors bon, petit à petit, les générations suivantes ont fait un peu moins bien, et l'on doit aux grands-parents de notre narrateur, les villes nouvelles en Algérie, et à ses parents plusieurs grands parcs d'attractions comme le parc Astérix. Alors j'avoue, ça envoie moins la purée que le bilan de grand-papy, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein. Bien évidemment, issu de cette prestigieuse lignée, notre narrateur ne manque de rien durant son enfance, si ce n'est de sa mère qui passe l'arme à gauche plutôt rapidement, et il se retrouve happé par les mécanismes de reproduction sociale de la bourgeoisie. Il entre ainsi en prépa économique puis à l'ESSEC, l'une des plus prestigieuses écoles de commerce de France, qui a aussi la particularité d'être ridiculement onéreuse. Combien? Surtout pour une structure qui n'apprend rien aux gamins et leur permet seulement de se faire un réseau et de prendre quelques cuites. Gros fêtard, il commence par profiter de tous les délices qu'une vie estudiantine aisée et hors sol peut procurer, avant quand même de se rendre compte que toutes ces fêtes et ces beuveries sont assez régressives et abétissantes et de commencer à tanguer psychologiquement. Heureusement pour lui, il va se rapprocher du seul professeur avec un QI à 3 chiffres des environs, un certain Machelin donc, qui enseigne la philosophie. Machelin, qui est un personnage aussi insondable et secret qu'intelligent, il manipule habilement Belgrand et le convainc de bazarder l'ESSEC et sa future carrière digne d'American Psycho pour entamer une thèse de géographie et devenir urbaniste. La famille, chasser le naturel, vous connaissez la rengaine. Belgrand plonge dans un milieu estudiantin bien différent et se met à enquêter sur les villes nouvelles algériennes fondées par son grand-père, leur formation, leur structure et leur fonction, en découvrant au passage quelques secrets de famille. Mais en définitive, comme le dit Machelin, la thèse n'est qu'un prétexte, un adoubement en règle pour justifier sa future carrière. Parce qu'il n'est pas question que notre narrateur aille donner le moindre TD dans une fac de gauche, pléonasme, en ruine, pléonasme, pour apprendre la structure du genre dans l'espace urbain à deux jeunes yels à perruque rose. On est bien d'accord.
On est bien d'accord. Non, le plan de Machelin, c'est de faire entrer son protégé au service d'un autre personnage mystérieux, le prince. Alors, qui est le prince? Sarkozy. Clairement, indubitablement, Nicolas Sarkozy. Oui, derrière cette référence évidente à Machiavel, se cache notre nain magyar multirécidiviste national. Alors, que vient-il faire là? Bah, je vous l'ai pas encore dit, mais le Grand Paris, ça se passe en 2007, donc juste avant la campagne présidentielle qui allait propulser cet arriviste hors compétition à la tête de la 5e économie mondiale. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que Belgrand, il arrive juste à temps. Le jour de l'élection présidentielle, il est au Fouquet's avec son triboulet présidentiel de poche pour fêter sa conquête de Paris. Nommé dans le cabinet de Sarkozy, il est rapidement placé à la tête du projet du Grand Paris. L'idée ici, c'est que Sarko cherche un moyen de marquer l'histoire de France de son passage et qu'il se propose, dans un niveau de calme olympien, bien entendu, de réformer totalement la capitale. Interconnexion entre les banlieues, nouvelle ligne de métro, déplacement du quartier étudiant hors les murs. Bon, le truc est aussi grandiose et mégalo qu'absolument irréalisable, mais ni le prince, aveuglé par sa vantardise, ni Belgrand, qui, je le rappelle, n'est au fond qu'un petit bourgeois très sûr de sa valeur et dépourvu de toute véritable expérience du réel, ne vont renoncer à leur idée. En plus, ils rêvent, mais c'est la France qui paye, alors ça va. Commence alors une période dorée. Salaire de député, vie dans le triangle d'or parisien, accès aux bars et aux restaurants les plus sélects, notre narrateur commence petit à petit à se griser et à prendre grave la confiance. Trop beau. Trop beau, trop merveilleux. Il invente le concept du Grand Paris Express, un métro en forme de 8 couchées, symbole de l'infini, qui doit connecter entre elles les banlieues de la capitale. Et il écrit d'ailleurs 2 discours présidentiels à ce propos. Carton plein, les choses s'annoncent radieuses, Belgrand commence sérieusement à se croire intouchable et indétrônable. Vous le voyez venir le karma là? En plein milieu de son quinquennat, Sarkozy se trouve soudain englué dans les scandales, les contestations et les polémiques. Ainsi, ce qui devait être un triomphe politique commence sérieusement à virer au naufrage. Dans ce contexte, notre narrateur commence à devenir aussi utile au pays qu'un coton-tige à l'ouverture d'une boîte de conserve, et il se trouve en conséquence peu à peu exclu de la sphère publique. Alors lui, il essaye de résister, de se rapprocher du prince et même de faire du vélo avec lui, ce qui est une amusante référence au fait que Sarkozy passait sa vie à enchaîner vélo et jogging quand il était aux affaires. Mais rien n'y fait. Il est rapidement relégué aux oubliettes et le Grand Paris lui échappe. La suite, on la connaît. Le projet va prendre du retard, les devis vont exploser, et ce qui devait être une copie moderne et éblouissante du Grand Londres va rapidement faire flop. Résultat des courses, là où il avait fallu moins de 2 ans pour construire 5 lignes de métro en 1900, il faudra 5 ans de 2015 à fin 2020 pour ouvrir une seule petite station de métro de plus sur la ligne 14, Pont-Cardinet. Et pour les lignes 15 et 16, censées être ouvertes pour les JO de 2024, on les attend toujours et m'est avis qu'on les attendra encore longtemps. C'est compliqué. C'est assez compliqué. Effondré par sa déchéance, Belgrand ne tarde pas à perdre pied, d'autant plus que sa nana, une droitarde absolue, se détourne rapidement de lui après son échec. Il va alors partir longuement explorer les banlieues nord et est de Paris, les plus dangereuses qui soient, là où normalement jamais un fils de bonne famille passé par l'ESSEC et le cabinet présidentiel n'irait risquer sa cravate à 3 SMIC. Et là, ah oui, je vous ai pas précisé un truc. Aurélien Bélanger, l'auteur de ce roman, bah c'est pas vraiment un zémouriste, t'as capté? Le Gus, il a sa petite chronique chez France Culture et il tape des bons gros grecs huileux avec Mouloud Achour. Donc quand il parle de banlieue et qu'il a le courage d'aborder l'islam, ce qui est assez rare pour un gars de gauche comme lui, alors saluons-le, c'est pas pour en dire la même chose que Houellebecq, tu t'en doutes bien. Vous êtes monsieur Houellebecq? Ouais. Je voulais vous dire que je trouve que vous êtes la honte de la France. D'accord, faisons comme ça. Loin de s'offusquer des boucheries halal et du mode de vie des habitants de ces quartiers malfamés, Belgrand, le personnage de l'histoire, il va donc se convertir. Ben voyons, machallah, une shahada, un loukoum, 3 polycopiés du Coran et hop, notre narrateur passe du côté couscous de la force dans la plus grande décontraction. Ce faisant, et attention c'est une théorie osée, notre sarkozyste repenti va rejeter ses anciens projets démiurgiques et son rôle dans le Grand Paris, épouser les mœurs des banlieues jusqu'à courtiser une jeune fille du cru et travailler dans une librairie islamique. Voilà, sympatoche Alors oui, on retrouve totalement dans cette dernière partie du roman les considérations très politiquement correctes de l'auteur, mais en même temps, comme dirait un demi-président que vous connaissez bien, un petit privilégié du petit Paris, promis à un bel avenir et qui fait une sortie de piste totale pour partir vivre un trip mystique dans son coin, c'est pas si rare qu'on le croit. Vous vous souvenez quand je vous parlais de Zoé Sagan, aka Aurélien Poisson-Atlan? Bah voilà, le padré de notre 3e Aurélien du jour, c'était un polytechnicien parti vivre en Inde plutôt que de participer au sabordage en règle de la France par ses élites dans les années 80 et 90. Donc mine de rien, tout ce scénario est plutôt crédible, bien qu'agaçant, et c'est sur cette dernière touche douce amère que va se conclure le Grand Paris. Je vais être très clair, tout y est. Ce roman, et particulièrement sa première partie, c'est une masterclass intégrale. Analyse de la reproduction sociale, de l'érosion du pouvoir, des arcanes secrètes qui sous-tendent la République, satire subtile et feutrée des milieux bourgeois, roman à clé qui vous replonge dans la jeunesse de notre marasme actuel. N'en jetez plus, tout y est et dans une langue romanesque vraiment intéressante, très précise, très érudite et pleine de petites anecdotes vraies ou romancées qui rendent l'ensemble criant de vérité. C'est là d'ailleurs
d'ailleurs un aspect particulièrement appréciable de ce livre. Moi qui apprécie tant Victor Hugo, vous le savez bien à force, j'aime qu'on me déballe de fausses anecdotes, des mini-histoires dans l'histoire, des faits curieux et des à côté qui font le charme et embellissent la trame principale. Et bah ici, c'est totalement le cas. D'ailleurs, on a voulu, à la sortie de ce roman, rapprocher le style de Bélanger de celui de Houellebecq, dont Bélanger est un grand amateur de notoriété publique. Pourtant, pour avoir lu les deux, je trouve clairement que Houellebecq reste en surface des choses et ne fait jamais montre des informations qu'il aurait pu recueillir pour préparer son récit, alors que Bélanger, lui, c'est un peu sa marque de fabrique. Résultat, chez Mich Mich, on s'ennuie, chez Bébel, on en demande. Et puis, il y a la construction de la langue aussi, qui est absolument magistrale dans Le Grand Paris. De tout le roman, il n'y a pas un dialogue, et tout est raconté à la première personne par Belgrand lui-même. En conséquence, le livre s'articule autour de longues phrases rythmées par des enchâssements de relatives et par l'insertion de propositions dans d'autres propositions. Et là où l'ensemble pourrait s'avérer confus, lourd et étouffant, c'est tout le contraire qui se produit. Le Grand Paris est un roman précis, méthodique, méticuleux, presque mathématique, qui prend le temps de se donner l'ampleur qu'il mérite. Et si les tristes aptères qui se seront hasardés à l'ouvrir ne peuvent pas tenir la distance, il ne leur reste plus qu'à retourner lire Virginie Despentes, ça devrait leur faire des vacances. Et nous aussi d'ailleurs. Tenez, pour illustrer mon propos, je vous mets un petit extrait, vous jugerez sur pièce. On était là dans la France du prince, celle des petits propriétaires, des jardins grillagés et des chiens agressifs, la France du plastique et des hypermarchés, qui pendaient en décembre des mannequins du Père Noël à ses gouttières, qui achetaient l'été des piscines autoportantes et laissaient blanchir des jeux d'enfants sur ses petites terrasses. C'était la France moche des émissions de télé-réalité, non pas celle de la Star Academy ou du Loft, qui passait en prime time et promettait la gloire, mais celle de la seconde partie de soirée, celle de Confessions intimes, de Super Nanny ou du Grand Frère, celle des émissions de déco sans espoir et de relooking compassionnel, la France de ceux qui n'allaient pas très bien et comptaient sur la télé pour aller un peu mieux. Magnifique, chapeau bas. Vous avez vu, grande phrase, énumération, utilisation audacieuse du tiré d'incise, ça c'est de la littérature contemporaine qui ose des choses et qui a raison de les oser. Même les références à la pop culture postmoderne, qui m'insupportent en général, elles ont tendance à bien passer ici parce qu'on sent qu'elles viennent en plus, comme un saupoudrage sur une langue riche, pas comme un alibi, un espèce de cache-misère qui camouflerait bien mal la vacuité stylistique d'un mauvais auteur. Alors, est-ce que je vous recommande ce livre? Oui, très clairement, et je vous mets un lien en description pour aller vous le procurer en soutenant la chaîne. Pour une fois que je vous recommande un auteur contemporain, allez pas bouder votre plaisir les gars. Et à l'heure où la France s'apprête à sombrer dans le chaos de JO mal organisé et indésirable, je ne saurais trop vous recommander de vous calfeutrer chez vous avec un bon roman pour méditer sur ce qui nous a amené là et les erreurs politiques que le pays a enchaînées depuis 20 ans. Quoi? Le livre était tellement bon que vous l'avez déjà fini? Alors, une seule solution, ruez-vous sur La Giberne, la maison d'édition du Hussard, où vous trouverez Pays réel, dont la trame et l'écriture auraient été sans doute très différentes sans ma découverte du Grand Paris. Vous pouvez d'ailleurs vous amuser à chercher les points de contact et les similitudes entre les deux ouvrages, Le Prince, les tunneliers, les intrigues de pouvoir, le rôle d'une certaine religion, les tensions communautaires, le goût de l'érudition. Bon allez, je vous laisse regarder ça et vous faire votre propre avis, je vous garantis que, comme tant d'autres avant vous, vous ne le regretterez pas. Et puis, tant qu'à faire, regardez aussi le reste du catalogue. Il y a de belles petites pépites qui n'attendent plus que vous pour briller, c'est le moment de faire le plein. Allez, hop hop hop, petite session shopping ou attaque de surmulot fougueux. Pour terminer cet épisode, je vais pointer un élément du récit qui fera plaisir à une partie du public et qui en agacera une autre. Le rôle des fameuses sciences sociales dans le roman du Signore Bélanger. Parce que oui, à la base, Aurélien est un étudiant en philo qui a bossé dans une librairie du quartier latin à Paris, donc autant te dire que dans son roman, il va mobiliser de la philo, de la socio et du gros concept bien solide. Je sais pas si c'est un genou, une qu'il y a dans ma tête, mais je suis très malin. Je suis un chétan dans ma tête, sur le camp pour de vrai. Mais sachez une chose, les termes qu'il emploie ne le sont pas dans un sens militant, mais dans leur véritable acception intellectuelle. Et puis, il n'y a pas que des références à la Bourdieu ou Derrida dans le tas, je vous rassure. J'ai déjà évoqué Machiavel dans Le Choix du Prince, mais on remarquera aussi que le titre du livre, Le Grand Paris, peut être vu comme une référence au Paris pascalien, une expérience de pensée dans laquelle le philosophe Blaise Pascal avait montré qu'il fallait mieux croire en Dieu qu'y renoncer, ce qui, quand on voit la fin du livre, ne sonne pas complètement fortuit. Alors, ne boudez pas votre plaisir, boudez plutôt les JO et leurs épreuves de curling insipides, et conclusion. Ah bah non, je ne viens pas. Je vais faire bûcheron. J'espère que cet épisode vous convaincra que le Hussard ne rejette pas en bloc, loin s'en faut, la littérature contemporaine. Tout ce que je demande, ce sont des gens qui ont le niveau, et là, moi je signe. Alors si vous voulez soutenir mes recherches de bons ouvrages, pensez à lâcher un petit don sur le Tipeee, ou à vous abonner pour les plus radins, c'est gratuit, et ça aide bien ça aussi. Dans tous les cas, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là portez-vous bien. Allez, rompez les gars.